Les gens connaissent pas mal la technologie des oracles dans la blockchain qui vont donner des réponses à des questions très précises. Quel est le prix de l'Ether aujourd'hui à telle heure? Mais il y a des questions un peu plus floues qui vont avoir besoin un peu d'un apport humain. Est-ce que Joe Biden a bien gagné la présidentielle américaine? Et ces questions plus subjectives, ou lorsqu'il y a des disputes entre certaines personnes, notre protocole, il va tirer au sort des jurés qui sont dans notre communauté. Et ces jurés vont débattre entre eux et ils vont voter sur une solution, une réponse finale. Bonjour Jamie, Bonjour Val. merci d'avoir accepté notre demande d'interview ici à Let's Ici dans ce très très beau studio. 4e édition de Let's Ici. On va parler avec toi de justice avec Kleros. Alors justice décentralisée, on va voir un peu à quoi ça qu'est-ce que ça veut dire, à quoi ça correspond. Est-ce que vous allez remplacer les juges ou pas? Ce sera toutes les questions qu'on va traiter. Est-ce que tu peux présenter un petit peu ton parcours et puis ta solution du coup, Kleros? Oui, mon parcours très rapidement. Jimmy Ragosa, je suis ingénieur, j'ai eu un parcours dans le monde traditionnel, on va dire, dont on s'en fiche aujourd'hui, jusqu'en 2016. J'ai rejoint une première startup DeFi en France qui s'appelait Variable, qui a été incubée par Consensus, le gros incubateur de startup Ethereum. Puis j'ai travaillé avec Consensus en tant que product manager sur beaucoup de projets dans la DeFi, dans l'assurance, etc. Je faisais partie de l'association Ethereum France depuis aussi 2017. J'ai participé à l'organisation des premiers FCC, donc un vrai fan d'Ethereum depuis les premiers jours. Et j'ai rejoint Kleros depuis 2020. Et Kleros donc, est un protocole de justice décentralisée, donc une des rares applications aujourd'hui sur Ethereum qui n'est pas purement de la finance décentralisée, mais très intéressant. D'ailleurs, Vitalik, cet après-midi, va parler de tous les autres cas d'utilisation autres que la DeFi, et j'espère qu'il va nous parler un peu de nous. Mais donc, c'est très intéressant. Ce protocole de justice décentralisée, on l'appelle aussi un système qui permet de faire de l'arbitrage ou de la résolution de disputes. C'est pour permettre de répondre à des questions un peu plus subjectives. Les gens connaissent pas mal la technologie des oracles dans la blockchain qui vont donner des réponses à des questions très précises. Quel est le prix de l'Ether aujourd'hui à telle heure? Quel est le prix du Bitcoin, etc. Mais il y a des questions un peu plus floues qui vont avoir besoin un peu d'un apport humain. C'est-à-dire, est-ce que Joe Biden a bien gagné la présidentielle américaine? Est-ce qu'il a plu dans tel champ, dans cette région, à telle heure, où on n'a pas forcément des capteurs partout? Et ces questions plus subjectives, ou lorsqu'il y a des disputes entre certaines personnes, elles peuvent être envoyées par des smart contracts connectés à Kleros, notre protocole. Notre protocole, il va tirer au sort des jurés qui sont dans notre communauté. Je pourrais aller plus loin dans l'explication du mécanisme plus tard. Et ces jurés vont débattre entre eux et ils vont voter sur une solution, une réponse finale. Cette réponse finale, elle va être lue par des smart contracts qui utilisent Kleros pour déclencher un comportement. Et donc, ça peut être le paiement de quelqu'un s'il avait parié sur la victoire de Biden. Ça peut être le remboursement de quelqu'un si c'était assuré contre un phénomène naturel dans son champ, par exemple. Et donc, ça permet de répondre à ces questions subjectives. Donc, des fois, on appelle Kleros aussi une sorte d'oracle subjectif. Donc, oracle pour les questions floues, où il va y avoir besoin d'une interprétation un peu humaine et des jurés qui vont débattre sur une solution. Et c'est passionnant parce qu'effectivement, aujourd'hui, Ethereum, et on a bien compris, Ethereum maximaliste finalement, est beaucoup comparé. Je l'avoue. Tu l'avoues, merci pour cette confidence. Et souvent assimilé à la DeFi aujourd'hui parce qu'elle a explosé en 2020. Et ce cas d'usage de la justice, on l'a un peu mis de côté, un peu comme tout ce qui est les identités décentralisées qui commencent là aussi à prendre une certaine place, un certain engouement du public. À quel moment, dans la solution Kleros, vous vous êtes dit que ça pouvait être intéressant de lier la blockchain avec des solutions de la justice? Et la question sous-jacente, c'est est-ce que vous avez vocation du coup à remplacer les cours qu'on connaît et les métiers de la justice qu'on connaît aujourd'hui par ces jurés grand public ou en tout cas des citoyens? Oui, alors il y a plusieurs aspects à cette question. Donc le projet a été lancé vers la fin 2017 et les contrats ont été live en 2018. Donc c'est quand même un projet qui a été en production depuis assez longtemps. Mais au tout début d'Ethereum, où il n'y avait pas encore cette congestion et les hauts frais de transaction, etc., tous ces cas d'usage, identité décentralisée, justice, etc., étaient encore assez populaires. La DeFi n'avait pas encore monopolisé l'attention. Aujourd'hui, c'est vrai que ça a pris un peu un second plan, mais ça va être redébloqué dans le futur proche avec les solutions de scalabilité, les layers 2. Nous, on cherche à
déployer notre V2 très prochainement sur un layer 2, ça va être redébloqué. Et pour revenir à ta question sur, on appelle Kleros un protocole de justice décentralisée. Non, nous ne cherchons pas à remplacer la justice traditionnelle. On ne le peut pas. On ne peut pas remplacer la justice délictuelle, criminelle. Le constat qui avait été fait à l'origine par nos deux fondateurs, Clément et Federico, c'est le fait qu'il y a beaucoup de disputes sur le monde en ligne, sur Internet. Un exemple simple, c'est des dizaines de milliers de disputes par jour traitées par la plateforme Le Bon Coin entre clients. Et ces disputes par jour, ces disputes quotidiennes, elles sont très difficiles à traiter par leur service client. Eux-mêmes sont souvent biaisés et vont plutôt décider en faveur de leurs clients les plus fidèles ou les choses comme ça. C'est quelque chose qui est difficilement automatisable. Il y a des disputes dans tout type de marketplace sur Internet. Et c'est un peu ce cas d'usage en premier qui a été visé par Kleros. C'est ces disputes en ligne entre personnes qui fournissent un service, qui envoient un objet, qui peuvent être réglées assez facilement par notre protocole et de façon décentralisée. On est sûr que c'est donc une tierce partie assez juste qui va apporter la question, qui va apporter une réponse à la question, et les jurés sont tirés au sort au hasard, ce qui fait qu'ils, et de façon anonyme aussi, ils ne peuvent pas être corrompus. On ne peut pas dire « je vais te donner de l'éther si tu réponds en ma faveur », ce qui en fait un système assez juste. Et d'autres cas se sont débloqués au fur et à mesure que l'écosystème a grandi, quand les prediction markets sont apparus, là où les gens peuvent parier sur des événements. Il s'est avéré que Kleros, en tant que système d'arbitration, était très intéressant pour apporter une réponse définitive lorsque les gens n'étaient pas d'accord sur un résultat. Et aujourd'hui, on voit apparaître des assurances DeFi comme Unslashed qui travaillent avec nous pour gérer les demandes de remboursement qu'on appelle des claims en cas d'assurance. Quand les gens disent « j'ai été hacké, je veux être remboursé », peut-être que quelqu'un peut dire « non, je ne suis pas d'accord, ton cas n'était pas dans la policy d'assurance, tu n'es pas couvert ». Et là, il peut y avoir une dispute. Ça va aussi aller chez Kleros pour estimer est-ce que cet acteur doit être remboursé ou non. Ce qui est intéressant parce que jusque-là, effectivement, dans le monde des assurances, dans la DeFi en tout cas, c'était les détenteurs des tokens des projets qui donnaient leur aval ou pas sur le remboursement. Là, c'est donner à une tierce, un protocole tierce qu'est Kleros, effectivement. Comment justement, au sein de Kleros, vous choisissez, là je vois que tu as un beau t-shirt, Proof of Humanity. On va en discuter un petit peu de ce protocole-là, enfin de Proof of Humanity. Comment vous décidez des jurés, combien il y en a attribué à chaque problème, et ensuite comment c'est traité. Je sais que vous avez un token. Tout ce côté-là, est-ce que tu peux nous ouvrir un peu les coulisses de traitement de chez Kleros? Qu'est-ce qui se passe derrière Kleros? Donc on a une communauté en effet de jurés. Pour être juré, il suffit de détenir un peu du token de Kleros qui s'appelle le PNK. Et il faut le staker dans ce qu'on appelle les courtes, donc les différents tribunaux. On a différents tribunaux, on a tout un arbre hiérarchique de tribunaux qui demandent certaines expertises différentes. Il y en a des plus techniques, il y en a des plus généralistes, il y en a qui demandent à avoir des compétences dans certains langages, etc. Ceux qui veulent être jurés vont staker un certain nombre de PNK. On demande un minimum différent selon l'expertise demandée. Et on va avoir plus de chances à être tiré au sort dans une dispute selon le nombre de PNK qu'on a staké dans un certain tribunal, une certaine courte. C'est très important que ce soit fait de façon anonyme parce qu'on ne veut pas que les jurés puissent être corrompus. Donc c'est assez important. Mais il y a déjà une espèce de résistance civile, c'est-à-dire une résistance aux attaques de personnes qui tenteraient de prendre le contrôle du tribunal entier en se faisant passer pour plusieurs personnes, du fait qu'on est tiré au sort. Déjà, on ne peut pas choisir dans quelle dispute on va être tiré au sort. On ne saura pas quand on sera appelé. Et en plus, sur toutes les disputes, il y a un système d'appel. Si la première décision ne plaît pas à un des parties, il peut faire appel et demander à plus de jurés de participer, ce qui fait que même si quelqu'un, ce qui n'est presque jamais arrivé, essaye de tricher sur un des tours de vote, son vote sera retourné au prochain, ce qui rend le système assez solide. Donc on détermine le nombre de jurés selon les cas d'utilisation. La plupart du temps, on utilise 3 jurés dans les premiers votes simples. C'est un nombre impair. Ça permet de ne pas avoir d'égalité. Et du coup, c'est moins cher à utiliser. Mais dans les gros disputes, les gros cas, ça peut monter jusqu'à la Cour générale. Et par exemple, pour des gros cas comme des disputes sur le résultat de la présidentielle américaine, où il y avait un marché avec 2,5 millions de dollars qui était en jeu,
et des supporters de Trump qui disaient non, Biden n'a pas gagné, il a triché, donc on ne peut pas résoudre ce marché comme Biden gagnant. Eh bien, on a fait appel à 500 jurés qui ont dû voter. À la fois, il y a eu donc beaucoup de débats, beaucoup d'échanges de documents montrant des preuves, des vidéos sur YouTube. C'est très intéressant à consulter tout ça. Et à la fin, 92% des jurés ont voté pour le fait que Biden était gagnant, ce qui a surpris beaucoup de gens américains. Mais nous, notre communauté est plutôt à travers le monde, donc était un peu moins biaisée que certains camps. Donc voilà un exemple d'utilisation voilà, du protocole. Et donc Proof of Humanity, oui, Ouais, voilà. Excuse-moi, j'ai oublié cette question, est une application qu'on a construite chez Kleros, mais on la rend autonome à travers une DAO, au-dessus de Kleros. Donc Kleros est le fournisseur d'arbitrage, et ça c'est une application qui peut être arbitrée. Et donc c'est une liste d'humains. Peut-être que certaines personnes connaissent les Token Curated Registries, qui sont des listes d'informations dont on s'assure de la qualité par un système d'incentive économique avec des tokens. C'est un peu le même système. Ici, les gens soumettent leur profil dans la liste Proof of Humanity. Ils y joignent un pseudo, une photo et une vidéo où ils disent une certaine phrase « I certify that I am a real human » et ils montrent leur adresse. Et en fait, toute la commune, et ils vont mettre un petit déposit en Ether. Toute une caution. Toute la communauté va être amenée à regarder ce profil, à vérifier les profils pour voir est-ce que ce sont des vrais humains, est-ce qu'ils ont donné les bonnes informations, est-ce qu'ils essaient pas de tricher en faisant des deepfakes, en se faisant passer pour quelqu'un d'autre, en mettant plusieurs profils avec la même personne. Et ils sont amenés à challenger ces profils s'ils pensent que soit ils ne sont pas humains, soit ils ont des informations de mauvaise qualité, etc. S'ils gagnent, ils vont gagner ce déposit. Donc, ils ont une incentive à challenger et à vérifier la qualité du profil. Et dès qu'il y a un challenge, donc ça va aller aussi chez Kleros qui va décider est-ce que le challenger a raison, c'est un mauvais profil, c'est un tricheur, ou est-ce que finalement la personne qui a soumis le profil a raison et on l'accepte dans le registre. Donc, c'est un exemple de cas d'utilisation et ça va être utile pour plein d'applications qui ont besoin de prouver que certaines adresses sont des vrais humains. Il y a par exemple les applications qui font des dons à des public goods comme Gitcoin, dont vous avez peut-être entendu parler, qui permettent de donner à des projets, qui donnent plus quand plus d'individus ont donné à un même projet. Donc eux, ils utilisent Proof of Humanity pour donner des bonus de dons à certains projets. On a construit une expérimentation de revenu basique universel au-dessus, parce qu'un revenu basique universel, dans la blockchain, ça paraît simple, plus ou moins, à faire. Mais tout le monde pouvait tricher si elle était distribuée à n'importe quelle adresse. Les gens pourraient créer 100 adresses juste pour eux. Ici, en s'assurant que simplement les humains ont leur part, on permet de faire un système un peu plus solide. Et il y a beaucoup d'autres cas d'utilisation possibles. Pouvoir faire des airdrops distribués de façon assez égalitaire parce qu'on donne le même nombre de tokens à chaque humain de la liste. Pouvoir tout ce qui est réseaux sociaux décentralisés qui pourrait faire partie de la prochaine vague d'applications qui apparaîtra. Ça permettrait de s'assurer qu'on n'a pas de compte bot, de vagues d'attaques, de downvote sur un certain message, de censure, etc. Donc plein de cas d'utilisation qui pourront être construits sur ce Proof of Humanity. C'est une DAO, un forum ouvert, tout le monde peut faire des propositions, tout le monde peut voter tant qu'on est dans le registre. Une personne égale un vote. Très intéressant, vous pouvez aller participer dans cette communauté. C'est intéressant. Et t'as pas peur un peu quand même que ça soit contre le mouvement de base des cypherpunks qui souhaitaient plutôt préserver leur anonymat, ou est-ce qu'au contraire c'est peut-être une variable supplémentaire pour d'autres cas d'usage alors? Alors je suis plutôt d'accord avec la devise cypherpunk. Il se trouve qu'aujourd'hui, on a étudié à peu près toutes les technologies de résistance aux attaques civiles et la vidéo est le plus solide aujourd'hui. On peut changer de méthode à tout moment, c'est une DAO, donc quelqu'un pourrait faire une proposition et dire plus besoin de soumettre des vidéos, maintenant on va faire ça par CAPTCHA, c'est tout à fait possible. Aujourd'hui, la communauté pense que c'est le plus solide. Donc oui, il y a un petit problème de confidentialité, ça veut dire qu'on a associé à ce moment-là son visage à son adresse Ethereum. On prévient les gens, c'est pas terrible, on a tous tendance à le faire un peu dans la communauté, à avoir au moins une espèce d'adresse publique que des fois on publie sur Twitter et qu'on associe à notre identité, où on essaie de ne pas faire absolument toutes nos opérations sur celle-ci. Donc oui, ça limite un peu. Mais ce qu'on essaie de construire, et donc on travaille sur la DAO à trouver des développeurs capables de faire ça, et on a déjà des propositions, c'est une couche de confidentialité
au-dessus de Proof of Humanity, qui utiliserait des Zero Knowledge Proof pour pouvoir générer une nouvelle adresse Ethereum qui, elle, n'est pas associée directement à ton profil où ton visage et la vidéo apparaît, mais que l'on peut, à travers une Zero Knowledge Proof, prouver qu'elle est associée à cette première adresse qui prouve que tu es un humain. Donc ça permettrait d'avoir une adresse vierge, propre, qui prouve que tu es un humain, mais pas du tout associée à ces informations, on va dire, sur ton visage. Pas ton nom forcément, parce qu'on peut mettre un pseudo. Voilà. Et donc ça débloquerait beaucoup d'autres cas. Ça veut dire qu'on aurait cette résistance Sybil, tout en ayant la confidentialité. Ça amplifierait par 10 le potentiel de ce protocole. Donc on est en train de travailler là-dessus, mais c'est bien de faire cette première étape non parfaite du point de vue de la confidentialité, parce qu'on prouve que le système marche. Aujourd'hui, il y a 8000 profils, pas d'attaque réussie au jour d'aujourd'hui, donc c'est déjà une bonne preuve, et ensuite on va travailler pour améliorer tout ça. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur le Zero Knowledge Proof? C'est vrai que c'est un système qu'on entend de plus en plus, une alternative vraiment intéressante. Est-ce que tu serais capable en 30 secondes, une minute de nous l'expliquer? Alors, ça commence à s'éloigner de mon domaine d'expertise, mais très, très, très facilement, c'est être capable de prouver à quelqu'un une propriété à propos de soi ou une donnée sans révéler cette information. Je peux te dire que j'ai voté pour telle option, mais sans que toi, tu peux prouver le fait que cette donnée que je partage est correcte, mais sans avoir le contenu. C'est révolutionnaire. On a du mal des fois à donner des exemples abstraits parce que dans le monde physique, c'est très dur à faire. Mais c'est révolutionnaire pour plein de choses. Ça permettrait aux gens de voter, notamment dans les protocoles de gouvernance, sans révéler leur vote, mais avec pouvoir donner aux gens à la fin du vote une preuve mathématique que le résultat qui a été donné est bien correct à tous les votes qui ont été faits. Donc on peut prouver que quelque chose n'a pas été tampered with, on n'a pas triché, mais sans révéler la donnée. Ça déverrouille énormément de cas d'utilisation et ça va déverrouiller plein de choses, notamment pour la scalabilité d'Ethereum. Les layers 2 qui auront le plus de succès prochainement sont tous les roll-up, notamment les Zero Knowledge roll-up, où en fait finalement on va faire plein de transactions sur une couche supérieure à Ethereum et on va venir publier sur Ethereum la preuve que toutes ces transactions ont été faites de manière correcte et valide. Tout le monde peut aller vérifier cette preuve, oui, elle était bien faite, mais sans forcément avoir à, du coup, ici, c'est pas qu'on veut rendre tout confidentiel, mais on veut que les gens n'aient pas à recalculer tout ce qui a été fait sur ces transactions. Et donc, juste en vérifiant cette preuve, on vérifie des dizaines de milliers de transactions qui ont été incluses dans cette preuve, et du coup, on multiplie par des facteurs 100 la mise à l'échelle de Ethereum. Petite voix off maintenant pour vous expliquer exactement ce que c'est le Zero Knowledge Proof avec des petits visuels. Prenons un exemple assez simple pour expliquer la preuve à divulgation nulle de connaissances, appelée ici Zero Knowledge Proof. L'exemple s'appelle le daltonien et les boules colorées. Dans cet exemple, on considère deux objets identiques, ayant cependant une caractéristique qui les différencie. Ici, deux boules semblables donc, mais aux couleurs différentes. L'exemple provient d'Oded Goldrich qui utilisa deux cartes de couleurs différentes. L'exemple se fonde sur une situation fictive où deux personnes interviennent. L'une est daltonienne et l'autre distingue parfaitement les couleurs. Il y a deux boules indistinguables hors des couleurs, rouge et verte. Pour la daltonienne, elles sont parfaitement identiques. L'objectif est de prouver à la daltonienne que la personne qui voit les couleurs est capable de distinguer les boules grâce à leurs couleurs, mais sans que jamais leurs couleurs, ici donc rouge et verte, ne soient révélées. La personne daltonienne place alors les boules dans son dos, puis prend une des boules et la montre à l'autre personne. Elle la remet dans son dos, puis choisit de montrer une des boules, soit la même, soit l'autre, avec une probabilité de 50%. Elle demande alors « ai-je changé de boule ?» Le processus est répété autant de fois qu'il le faut. Si le protocole est répété suffisamment de fois, et si la personne non daltonienne donne toujours la bonne réponse, la personne daltonienne sera convaincue, avec une très forte probabilité que son partenaire est effectivement capable de distinguer les boules par leur couleur. C'est un protocole de preuve à divulgation nulle de connaissances puisqu'il ne révèle jamais la couleur des boules. Cette technologie à l'usage assez simple peut être utilisée pour prouver de nombreuses informations sans les dévoiler, notamment dans le cas de Kleros ou dans le cas des identités décentralisées.
Au niveau de Cléros, dans les prochaines semaines, les prochains mois, les prochaines années, qu'est-ce que vous allez implémenter qui pourrait là aussi faire évoluer le protocole? Et puis si tu peux nous donner, pour conclure aussi cet échange, quelques metrics. On a vu des cas d'usage, tu viens de nous dire 8000 personnes par la taxe civile. Combien de conflits aussi vous avez gérés? Alors jusqu'à aujourd'hui, on en est à presque 9000 conflits, pardon 900, excusez-moi, 900 conflits qui sont passés par Cléros. C'est impressionnant. On a une communauté de 860 jurés actifs qui votent, un peu plus si on compte aussi ceux qui ne votent pas à chaque case. On a une trentaine de tribunaux différents avec des expertises différentes. Et donc le système est live et on va dire qu'aujourd'hui on a des dizaines de disputes chaque semaine et ça augmente au fur et à mesure qu'on intègre de plus en plus de produits à notre écosystème qui vont utiliser l'arbitrage de Cléros. Et aujourd'hui, rien qu'à l'FCC, on a plein de produits qui viennent nous voir, qui nous demandent. Et donc ça fait effet boule de neige. Plus de produits intégrés à Cléros, plus de disputes, plus d'intérêt pour des jurés de participer parce qu'ils se font de l'argent et la communauté grandit. Un des goulot d'étranglement aujourd'hui pour Cléros, c'est la scalabilité d'Ethereum Mainnet. On est sur Ethereum Mainnet, donc c'est un peu cher des fois d'interagir avec Cléros. Ce qui veut dire que les petites disputes où on sécurise une petite somme d'argent deviennent un peu moins rentables à résoudre chez Cléros. Donc on a tendance à plus marcher sur les grosses disputes parce qu'on veut que les jurés soient récompensés d'une manière supérieure à ce qu'ils ont dépensé en gaz pour voter. Donc ça veut dire qu'il y a une espèce de valeur plancher auquel on peut s'attaquer. Et ça va être débloqué vers la fin 2020 quand on va déployer une version 2 de Cléros sur un optimistic rollup. Peut-être Optimism, peut-être Arbitrum, on explore les deux en ce moment. Mais il y aura cette version 2 de Cléros qui va avoir des améliorations sur les systèmes de vote. On va pouvoir faire des votes sur des options un petit peu moins binaires en classant les options, c'est-à-dire en disant pas simplement je suis pour cette option contre celle-là, mais peut-être mon option préférée c'est l'option 1. Ensuite, en deuxième, si je ne peux pas avoir l'option 1, cette option 2 me conviendrait quand même. Et ça permet d'avoir des jugements un peu plus pluralistes et non pas binaires. Ça sera très intéressant. On aura certains tribunaux qui utiliseront Proof of Humanity pour s'assurer que les jurés soient des humains. Ce n'est pas forcément utile pour tous les tribunaux, donc ça sera optionnel. On aura de la confidentialité un peu plus poussée, c'est-à-dire avec de la révélation de son vote qu'à la fin. Là, il y a des moyens, si on regarde la blockchain, de voir ce qu'un autre juré a voté et de s'en inspirer. Ce n'est pas bien, parce que la plupart du temps, quand on essaie de faire ça, ça veut dire qu'on va mal voter et on va être pénalisé par le système. Mais là, on va mettre en place un système de révélation des votes où on vote et on révèle son vote au public à la fin, ce qui fait que les gens ne pourront pas juste essayer de voter en copiant le voisin. Donc pas mal d'améliorations là-dessus, mais surtout, on est impatient, grâce à la scalabilité, de pouvoir s'attaquer aux petites disputes. Donc on est en contact avec plein de protocoles de Decentralized Marketplaces qui visent à remplacer eBay, Le Bon Coin ou des plateformes de job freelance. Et tout ça, ça va être débloqué par cette version 2. Donc notre roadmap vise la scalabilité et vise à devenir le protocole, on va dire, de middle layer de facto. Dès qu'on a une dispute, dès qu'on a une question un peu floue, on demande à Cléros. Des fois, j'essaie de m'inspirer du marketing de Chainlink. Quand on pense à un oracle, tout le monde dit tu vas simplement brancher ton protocole DeFi à Chainlink. Là, j'aimerais que dès qu'il y a des arbitrages à faire, une dispute entre deux parties, on me dise on n'a qu'à se plugger à Cléros, on aura la réponse. Ah bah, c'est passionnant et je mets dans la description tous les liens qui vont direction Cléros, vos réseaux sociaux, avec ce nouveau cas d'usage qui est là aussi. On verra si Vitalik en dit un mot tout à l'heure. Très passionnant, et le Proof of Humanity aussi. Merci beaucoup. Je te remercie. À bientôt, salut. Au revoir.